Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 10 janvier. La crise de l'hôpital s'intensifie. Force ouvrière santé appelle à une grève illimitée dès ce 11 janvier. À Saint-Avold, par exemple, le service des urgences ferme de nuit et à Forbach, les services sont saturés. Plus d'infos dans notre édition. Les grenats veulent manger les crocodiles de Nîmes. La rencontre a lieu ce soir à 20h45. Le FC Metz, 6e au classement, se déplace dans le Gard pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Détail du match dans un instant. À quoi doit-on s'attendre pour 2023 ? Montée en Ligue 1 pour le FC Metz, ouverture de l'Hôtel Stark ou encore évolution de l'inflation. Vous entendrez les prédictions d'une médium. Pas de boule de cristal pour connaître la météo de demain. De la grisaille et de la pluie sont au rendez-vous avec des températures entre 4 et 6 degrés au réveil. L'après-midi, le temps s'améliore avec 11 degrés au meilleur de la journée. Notre invité ce soir est Pierre Lang, il est le président de la Fédération des chasseurs de Moselle. Ensemble, nous allons évoquer les mesures annoncées ce 9 janvier pour sécuriser la chasse et les chasseurs et limiter les accidents, notamment mortels. Sujet que nous allons développer en fin d'édition lorsque notre invité nous aura rejoint. Mais avant, on développe le reste de l'actualité. C'est une contestation qui ne s'essouffle pas. Depuis le 28 décembre, les soignants sont en grève. Et dès ce 11 janvier, la grève se voudra illimitée à l'appel du syndicat FO Santé. Dans les hôpitaux, les effectifs diminuent de jour en jour, manque de moyens humains et financiers, épuisement général. Les soignants sont à bout de souffle. Conséquence, depuis le 9 janvier, les urgences de l'hôpital de Saint-Avold sont fermées de nuit. Les explications d'Anne-Sophie Gross. Depuis hier, les urgences de Saint-Avold ne tournent plus qu'en journée. En cause, un manque de personnel dû à un épuisement général de la profession. Dans cet établissement, ce ne sont pas moins de 36 soignants sur 38 qui sont en arrêt maladie. Alors malgré le recours à des soignants vacataires, la direction a pris une décision inédite, celle de rediriger toutes les ambulances vers les structures voisines à la nuit tombée. Pour pallier la fermeture des urgences, ce sont les hôpitaux des communes alentours qui compensent. À Forbach, le service des urgences ne tient plus qu'à un fil. Si pour l'heure, l'équipe de soignants a décidé collectivement de ne rien lâcher, ils ignorent combien de temps encore ils pourront tenir dans ces conditions. Et les prochains jours ne devraient pas être synonymes d'éclaircie, car dès le 11 janvier, Force ouvrière, deuxième syndicat de la fonction publique hospitalière, a décidé de lancer un appel à la grève illimitée, une manière de dénoncer des conditions de travail qui se dégradent depuis des années et une prise en charge des patients de moins bonne qualité. Ils réclament donc 200 000 recrutements dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Emmanuel Macron a bien tenté de calmer la grogne des soignants au début du mois de janvier. On a aujourd'hui près de 4 000 assistants médicaux qui ont déjà signé un contrat. On doit arriver à 10 000 d'ici la fin de l'année prochaine. Et ça, c'est faisable. Mais également une meilleure organisation du temps de travail pour sortir de la rigidité des 35 heures. Des annonces jugées insuffisantes pour le personnel. Aux urgences de Thionville, le syndicat MICT-CGT, à la demande du personnel paramédical des urgences, a également déposé un préavis de grève. Un rassemblement est prévu ce mercredi à 11h devant les urgences. Mais l'action reste symbolique, car à l'hôpital public, les grévistes sont réquisitionnés pour assurer la continuité des soins. À noter que depuis le 6 janvier, l'ARS Grand Est et la préfecture de la Moselle ont déclenché le plan blanc dans tous les établissements de santé, privés ou publics, du département. Alors mieux vaut différer votre venue si vos rendez-vous médicaux ne sont pas urgents. Autre thème qui fait écouler beaucoup d'encre, la réforme des retraites. Réforme qui a été présentée officiellement aujourd'hui par la Première ministre Elisabeth Borne. Cette réforme est-elle nécessaire ? Élément de réponse avec le député Renaissance, Belkir Belhaddad. Notre système de retraite est profondément injuste, inéquitable et vraiment complexe. Et cette réforme doit pour nous permettre de garantir notre système de retraite par répartition qui est fondé justement entre les solidarités
sur la solidarité entre les générations, et c'est vraiment renforcer également la justice sociale. Alors, c'est pas 64 ou 65 ans pour tout le monde, c'est prendre en compte ceux qui ont commencé tôt et la pénibilité des métiers. Elle est nécessaire car elle sera juste et créera des droits nouveaux, avec notamment le minimum de retraite à 85% du SMIC pour toutes celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie, permettre aussi des départs anticipés pour ceux qui ont commencé tôt. On souhaite aussi prendre en compte toutes les périodes d'interruption d'activité pour avoir une carrière pleine et entière. D'autre part, ce qui est important à savoir, c'est qu'on n'augmentera pas la durée d'assurance au-delà de 43 ans, parce que certains avaient une vraie inquiétude, hein, c'est ce qui était prévu par la réforme Touraine, et on ne s'écartera pas de cette réforme Touraine. La majorité présidentielle à laquelle j'appartiens fera aussi des propositions sur l'amélioration des pensions de réversion. C'est vraiment quelque chose qui remonte énormément de ma circonscription. Donc, ce que nous voulons, c'est véritablement avoir une réforme qui soit à la fois nécessaire et juste. De son côté, Patrick Veyten, président du département de la Moselle, a renouvelé son soutien aux entreprises artisanales dans une lettre adressée à la première ministre Elisabeth Borne. Il regrette que le département soit privé d'interventions concrètes en faveur de ces entreprises depuis l'entrée en vigueur de la loi NOTRe. Dans cette lettre aussi, il a également rappelé les mesures préconisées par les élus de la Chambre des métiers de l'artisanat, comme la simplification des procédures nationales adaptées aux TPE artisanales, notamment en élargissant le bouclier tarifaire à toutes les entreprises artisanales. Politique toujours. Souvenez-vous, dans le canton de Sarralbe, pour les élections départementales, le binôme Sonia Christinelli-Frébeuf et Romuald Yayaoui était sorti vainqueur avec 60,68% des voix. Mais les scrutins des 20 et 27 juin ont été annulés fin 2022 pour cause. Le tribunal administratif de Strasbourg avait été saisi par la commission des comptes de campagne et de financement politique pour dénoncer un dépôt de campagne hors délai, les rendant donc inéligibles pendant 1 an. Pour ne pas laisser les sièges vacants, des élections départementales partielles doivent se tenir les 15 et 22 janvier prochains. 4 binômes se présentent jusqu'à la fin de la semaine. Nous allons vous présenter chaque binôme. Ce soir, vous pourrez découvrir Pierre-Jean Didiot, maire de Sarralbe, et Laurence Borisiac, juriste de profession. Sans parti pris, on va dire. C'est important parce que ça laisse sous-entendre que nous travaillerons avec tous les maires, quelle que soit leur tendance, de manière égalitaire. C'est-à-dire que nous, notre souci, c'est de voir le projet et non celui qui présente le projet. Si ce projet nous paraît valable, nous le défendrons, quelle que soit la couleur politique du maire, je dirais. On a un parti qui est celui du département de la Moselle et des Mosellans. Voilà pourquoi on s'engage en politique. Eh bien, c'est pour nous battre à côté de nos concitoyens, pour avoir une Moselle plus dynamique. Là, oui, effectivement, on est adhérent de ce parti. Volontairement, nous avons voulu choisir un parfait équilibre entre 2 représentants de la société civile, Laurence, juriste, la binôme de Laurence qui est une aide-soignante, et mon binôme à moi, je veux dire en remplaçant, c'est le maire de Holvin, Bernard Clavé, qui est énormément investi dans tout le monde associatif, qui a fait plus que ses preuves sur la commune de Holvin. C'est un ancien DHBL, donc effectivement c'est une équipe qui travaille parfaitement ensemble, et on a beaucoup de plaisir à être ensemble, à travailler, à faire des propositions. Il y a une vraie dynamique, et je pense qu'effectivement cette dynamique, eh bien, on va la voir tout au long de la campagne. Un entretien recueilli par nos confrères de Mosaïque Cristal. Les élections départementales partielles auront donc lieu, je vous le rappelle, les 15 et 22 janvier prochains. Vous pourrez découvrir cette semaine les 3 autres binômes qui se présentent. Florence Renard et Jean-Michel Schmitt sous la bannière NUPES, Neila Hénard et Adrien Sommer sous l'étiquette Rassemblement National, mais également Sonia Bourbure et Laurent Ménière sans étiquette mais soutenus par la majorité départementale. Et c'est officiel, la gestion de l'autoroute A31 est confiée à la région Grand Est après décision du ministre des Transports Clément Beaune, une information publiée au journal officiel du 8 janvier. Le département de la Moselle récupère quant à lui, entre autres, l'A320 ou encore la RN52, des transferts de compétences qui seront effectifs dès le 1er janvier 2024. Et comme chaque mardi, on s'intéresse à notre territoire, à ses entreprises et surtout à son économie. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite.
À l'heure où les coûts de l'énergie explosent et touchent de nombreux secteurs, comme celui de la logistique, certaines industries n'ont pas attendu la crise pour se lancer dans la neutralité carbone pour 2030. C'est le cas du groupe FM Logistique, basé notamment à Phalsbourg. Le groupe a annoncé un plan de sobriété qui s'appuie sur l'éco-conception de bâtiments, permettant au moins 20% d'économie, l'efficacité énergétique avec des éclairages naturels ou LED, et l'approvisionnement en énergie verte avec notamment des panneaux photovoltaïques. Ce sont donc des objectifs à atteindre en France, mais également au niveau mondial. Et puis certaines startups veulent révolutionner la télémédecine comme eVirtual. La société est sur le point d'obtenir la certification CE pour son logiciel Caduci, un label qui lui permettrait de vendre cette solution innovante au cœur de l'Union européenne. Mais Caduci, qu'est-ce que c'est? Réponse en images. En 30 secondes chrono, le logiciel Caduci vous réalise un bilan physiologique complet. Rythme cardiaque, fréquence respiratoire et niveau de stress entre autres. L'outil va faire la mesure, donc pendant ces 30 secondes-là, on ne parle pas puisqu'on va mesurer la respiration sur les mouvements de la cage thoracique. Un diagnostic précis, réalisable grâce à la pigmentation de la peau du visage. En fait, lorsque le cœur bat, il envoie un paquet de sang vers l'extérieur. Et ça a comme effet de changer de couleur. Avec un essai clinique sur 1000 personnes et 95% de réussite, le logiciel Caduci s'affirme comme le futur de la télémédecine. Une position renforcée par la crise sanitaire et les déserts médicaux. Pour tout cela, eVirtual peut nourrir de grandes ambitions. Notre produit va être adressé sur le marché européen en entier. On va adresser tous les acteurs de la téléconsultation et du télésuivi en Europe. Et ensuite, en 2024, l'objectif, c'est de partir côté des États-Unis pour commercialiser notre outil là-bas. À court terme, eVirtual peut déjà savourer sa sélection au CES 2023, ce grand salon de l'innovation à Las Vegas, du 5 au 8 janvier prochain. On passe au foot. Les Grenats vont se frotter au Crocodile de Nîmes ce soir dès 20h45. Le FC Metz s'est donc déplacé pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Depuis la reprise du championnat, le club messin a récupéré 4 points sur 6 et se place 6e du classement, tandis que Nîmes, 18e, enchaîne les défaites. Une vraie différence sur le terrain. Les détails de cette future rencontre par Aymeric Guillaume. Ce samedi, face à l'Olympique Lyonnais, le FC Metz a été éliminé de la Coupe de France, mais pas que. Cette défaite est également synonyme d'une fin de série que les Messins ont entretenue depuis début novembre, avec 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Si la défaite face à l'OL est une part d'ombre au tableau des résultats grenats, l'entraîneur du club voit en la prestation de ses joueurs une belle promesse. Je crois que malgré l'élimination de Coupe de France, ce match-là, il a fait une tout petit pas vers avant. Il a montré, et pour nous, il nous a confirmé pratiquement que l'investissement lequel on fait chaque jour pour nos jeunes, que ça peut être utile, peut-être pas merveilleux, mais utile, et c'est déjà très bien. S'il est éliminé de la Coupe de France, le FC Metz n'en reste pas moins sur une bonne dynamique en championnat. 10 points pris sur les 12 derniers en jeu, et les Messins se retrouvent désormais 6e, à 6 unités de Bordeaux, 2e de Ligue 2 et surtout avec un objectif Ligue 1 retrouvé. Ensemble il y a peu à l'échelon supérieur, les Messins et les Nîmois se retrouvent ce mardi soir avec des objectifs bien distincts. Le Nîmes Olympique est désormais 18e au classement et tente de se sauver d'une relégation. Chaque faux pas risque de porter un nouveau coup aux ambitions du club lorrain. Face à Niort 19e, les Grenats n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0 au stade Saint-Symphorien en décembre dernier. L'heure est donc à la sensibilisation des joueurs dans un contexte de janvier propice aux têtes pensantes. Je sens qu'ils sont déterminés, mais je sais, Je sais aussi qu'ils veulent tous bien jouer, mais je sais aussi que c'est janvier. Voilà. Et je sais que les têtes, ils bougent chez nous, et puis nous, à cause de ça, on a souffert beaucoup. Enchaîné pour continuer à espérer, le FC Metz devra revenir du stade des Costières avec les 3 points de la victoire, comme lors de son dernier déplacement là-bas en 2020.
Et Metz Handball connaît son adversaire en quart de finale de la Coupe de France, dont il est le tenant du titre. Le club de Thierry Weisman a hérité des Neptunes de Nantes. Un superbe choc face à la future formation de Tamara Horacek. La rencontre se déroulera le mercredi 1er février. De chaudes retrouvailles 15 jours après le match de championnat que nous vous proposerons le 18 janvier prochain. Le FC Metz va-t-il monter en Ligue 1 ? L'inflation nous laissera-t-elle un petit peu de répit ? L'hôtel Stark au quartier de l'Amphithéâtre à Metz va-t-il ouvrir prochainement ? Deux grandes questions que nous avons posées à une médium. Et vous allez voir que 2023 réserve son lot de surprises. Bonjour Rachel, alors aujourd'hui on s'est rencontrés pour qu'on aborde ensemble l'année 2023 et ce qui nous attend. Alors selon toi, qu'est-ce qui nous attend en 2023 ? Alors en 2023, ce qui attend, c'est beaucoup le feu, le réchauffement climatique. Les agriculteurs vont devoir changer leur façon de faire parce qu'il y aura beaucoup de sécheresse, on aura du mal à s'alimenter, les animaux vont souffrir. Ça c'est pour 2023 et ça peut encore continuer pendant quelques années. Il faut que l'être humain change sa façon de vivre en fait, voilà. Est-ce qu'il y aura des bonnes nouvelles quand même pour cette année ? Alors les bonnes nouvelles, c'est que pour les jeunes, je pense que le président va mettre en place beaucoup de nouveaux emplois, de possibilités d'aide pour les jeunes, de financement. Est-ce que le FC Metz va être en Ligue 1 cette année ? Oui, un grand oui. Alors il y aura des changements, mais c'est assez positif. Moi je vois quand même que c'est bien parti. On connaît l'hôtel Stark dans le quartier de l'Amphithéâtre. Oui. On se demande, est-ce que les travaux vont se finir un jour ? Alors, les travaux vont reprendre cette année. On voit qu'il y aura un petit peu de retard, mais pour moi, ça s'ouvre. Également, j'avais une question sur l'inflation. Oui. Est-ce que ce sera plus compliqué cette année en 2023 ? Alors, je dirais qu'on va, par rapport à l'année 2022, on va quand même respirer. On va commencer à respirer à partir de mai, juin, les personnes vont commencer à reprendre le bonheur, le goût, le pouvoir d'achat. Les choses vont se remettre un petit peu en stabilité, on va dire. Et également, je voulais te poser une question sur la guerre en Ukraine. Est-ce qu'elle va prendre fin cette année ou pas ? Non, non. La guerre en Ukraine va encore continuer. Il y aura encore des attaques. Et je me demande même si la France ne va pas devoir y aller, rentrer en guerre. Merci beaucoup Rachel. De rien. Pour la suite, pas de prédictions, mais bien de nouvelles mesures concrètes pour réglementer le monde de la chasse. On en parle avec notre invité du jour. Pierre Lang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération des chasseurs de Moselle. Ce lundi, le gouvernement a annoncé quelques mesures pour encadrer un petit peu mieux le monde de la chasse et réduire notamment le nombre d'accidents. Première proposition qui n'a pas fait l'unanimité, bien sûr. Pas de journée sans chasse et aucune interdiction le dimanche, comme ça avait été évoqué en octobre dernier. Est-ce que cette première mesure est un soulagement pour les chasseurs ? Tout à fait, tout à fait. Et puis ça devrait être un soulagement en réalité pour tout le monde, parce que il y a 365 jours par an. Nous chassons sur chacun des territoires, c'est-à-dire une forêt donnée de 300 ou 400 hectares, nous chassons 4 à 5 fois par an. Donc ça fait 4 à 5 journées où sur un territoire, on chasse. C'est quand même pas très contraignant pour l'ensemble des autres usagers de la forêt. Ils ont tous les autres 360 jours de l'année pour eux, pour se promener. Est-ce que vous comprenez tout de même cette demande de la part de citoyens non-chasseurs, sachant que 78% des Français sondés par l'IFOP étaient favorables à cette interdiction ? Oui, mais parce que je pense que les Français sondés, d'une manière générale, aujourd'hui les Français sont surtout citadins, ne se rendent pas compte de l'impératif que nous avons de réguler les populations de gibier. Il faut absolument, notamment en hiver, faire des battues de sangliers, de chevreuils et de cerfs pour pouvoir remplir les plans de chasse. Sinon, c'est l'agriculture qui est gravement compromise dans notre pays et c'est la régénération de la forêt qui serait gravement compromise. Donc il faut chasser. C'est impératif. Le nombre d'accidents de chasse recensés en France est en baisse, même si l'Office français de la biodiversité fait état de 90 accidents, dont 8 mortels entre 2021 et 2022. Pensez-vous qu'il est possible d'arriver à 0 accident ? Ce serait souhaitable. Ce serait souhaitable. Ceci dit, il faut relativiser les choses. Nous avions, il y a
il y a 30 ans, nous avions entre 30 et 40 accidents mortels par an. Aujourd'hui, on en est à 8. Donc vous voyez déjà la décroissance très importante. 8 personnes. Alors 8 personnes, ça reste beaucoup. Simplement, je voudrais comparer. Voilà. La trottinette, c'est 30 morts en 9 mois. La trottinette en France. Les accidents de ski, accidents mortels de ski et d'alpinisme, c'est une centaine de morts par an. Les noyades dans les piscines privées, c'est 500 morts par an. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Alors on cherche bien naturellement à faire en sorte que ces accidents soient nuls, soient réduits totalement. Les chasseurs ont fait un énorme effort de leur côté et nous espérons que ces mesures gouvernementales, y compris l'application, nous aidera. Alors justement, l'État a annoncé le retrait du permis de chasse en cas d'accident grave. Est-ce que c'est une évidence pour vous? C'est une évidence pour moi, surtout si la responsabilité du chasseur est engagée, bien évidemment. Bien évidemment. Parmi les autres mesures, la création d'une contravention également pour sanctionner l'acte de chasse sous l'emprise excessive de l'alcool, puis ensuite qui favorisera la création d'un délit par voie législative. Qu'en pensez-vous de ça? Écoutez, j'y suis pas défavorable. Ceci dit, qu'on arrête le sketch des inconnus là, ou des chasseurs, voilà, où on fait croire que tous les chasseurs sont ivres-morts pendant la chasse. Non, pendant la chasse, les directeurs de chasse interdisent la consommation d'alcool ou la consommation excessive. Le soir, le repas après chasse, c'est autre chose. Chacun prend ses responsabilités en fonction de la voiture qu'il a à conduire ou pas. Mais pendant l'action de chasse, non, les chasseurs ne sont pas bourrés pendant qu'ils chassent. Voilà. Y aura-t-il un renforcement de la formation? En tout cas, c'est ce qui est prévu. Comment ça pourrait s'appliquer? Alors, la formation a déjà été beaucoup renforcée, il ne faut pas l'oublier. C'est que le permis de chasse, aujourd'hui, est assez difficile à passer. Il y a une partie théorique qui est contraignante, avec des questions éliminatoires, et une partie pratique qui est très contraignante, avec une élimination immédiate dès qu'un geste qui pourrait paraître dangereux ou pas. Alors, on renforce, le gouvernement l'avait fait en 2019 par une loi de 2019, une nouvelle formation tous les 10 ans pour les anciens chasseurs. Donc, c'est une remise à niveau, pourquoi pas. Et alors, ce qui est prévu là-dedans, je crois que c'est une formation pour les directeurs de chasse. Voilà. Alors, nous, on y est tout à fait favorable. Simplement, quand vous avez, mettons, 500 directeurs de chasse sur un département comme la Moselle, pour les former par groupe de 5, ça fait 100 formations à organiser. On est tout à fait favorable à le faire. Il faut simplement que l'État, quelque part, nous donne les moyens de le faire, parce que ça nécessite du personnel et énormément de temps. Voilà. Avant les battues de chasse, vous avez déjà un moment de formation, un rappel des règles avant chaque battue de chasse, en Moselle, comme en France d'ailleurs, chaque battue de chasse commence par un bon quart d'heure, 20 minutes, de rappel de toutes les règles de sécurité. Et même si on a l'impression de se faire seriner chaque fois la même chose, parce que quand on assiste à 10 chasses ou 15 chasses pendant la saison d'hiver, là où on est invité, on entend toujours les mêmes discours. Mais c'est une obligation qu'on se fait et on rappelle à chaque chasseur toutes les règles de sécurité. Ce qui revenait souvent dans les critiques envers le monde de la chasse, c'était le partage de ces espaces forestiers, vous l'avez dit. Le gouvernement souhaite justement la création d'une plateforme numérique pour visualiser ces chasses. Donc, par exemple, ce serait une sorte de géolocalisation. En tant qu'usager de la forêt, on serait informé à moins d'1 kilomètre d'une battue. Tout à fait, j'y suis tout à fait favorable. C'est une très bonne initiative. Ce que je voudrais en tant que chasseur, et ce que souhaitent les chasseurs par contre, c'est que quand une battue est annoncée à un endroit, c'est que les promeneurs ou les cyclotouristes ne forcent pas les panneaux « Attention, chasse en cours » pour absolument vouloir traverser une chasse en cours, parce que c'est eux qui se mettent en danger à ce moment-là. Or, pour l'instant, dans la quasi-totalité des cas, ça se passe très bien, ça se passe courtoisement. On informe les gens, attention, nous sommes en train de faire une chasse, vous n'avez pas vu qu'il y avait des panneaux à l'entrée du chemin, etc., etc. Ça se passe la plupart du temps très bien. Il y a quand même malheureusement des gens un peu inconscients qui disent « Ah oui, mais j'ai le droit de passer ». Alors bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas l'interdire. J'espère que le préfet pourra un jour prendre une mesure rendant ces panneaux danger, rendant ces panneaux, j'allais dire, leur donner un caractère répressif, interdiction de passer à cet endroit-là. Et comme dit, nous chassons sur un territoire donné, sur une forêt donnée, 4 à 5 jours par an en battue. Donc,
les promeneurs, les cyclotouristes que j'apprécie, ils ont tout le restant de l'année pour le faire. Le jour où il y a une battue annoncée à un endroit, qu'on essaye de changer son parcours de promenade ou de cyclotouriste pour passer 500 mètres plus loin pour qu'il n'y ait pas de danger. Le message est passé. Merci Pierre Lang d'avoir partagé notre plateau. À bientôt. À bientôt. Et pour terminer cette édition, impossible de ne pas rendre hommage à cette personnalité qui nous a malheureusement quittés aujourd'hui. Elle était la mamie vélo de la ville de Metz depuis 1947. Marianne Wallace, doyenne des commerçantes messines et gérante de la boutique Cycle Wallace, s'est éteinte ce mardi à l'âge de 94 ans. Née en Pologne, sa jeunesse avait été marquée par la guerre. Elle avait rejoint sa mère envoyée de force en Moselle en 1941, puis s'était mariée avec Simon Wallace, cycliste et amour de sa vie, en 1947. Elle l'avait ensuite rejoint dans son magasin, enseigne qu'elle a tenue jusqu'au bout. C'était une promesse faite à son mari décédé en 1980. Généreuse, simple mais déterminée, cette mamie vélo restera pour de nombreux Messins une figure emblématique de la ville. Toutes nos condoléances à sa fille Simone et bien sûr à tous ses proches. Nous voilà à la fin de cette édition. Pour la suite de votre programme, retrouvez Moselle Sport à 18h30, suivi de 100% jeunesse. Très belle soirée sur Moselle TV. Portez-vous bien.